Bonjour à tous, je suis Lousico Leslie, votre professeur de comptabilité et d'analyse financière. Aujourd'hui, je suis là pour continuer avec le cours de comptabilité générale 1, mais spécifiquement dans le chapitre 4, à savoir la régularisation des comptes et l'établissement des états financiers. Je crois que bon nombre d'entre vous ont déjà le document théorique qui parle d'une manière brève sur les points, les objectifs, etc. Mais nous allons passer à pieds joints rapidement sur les contenus, les éléments les plus importants, autrement dit, de ce chapitre. À savoir, pourquoi régulariser? D'abord, quel est l'objectif des écritures de régularisation? Dans le mot régularisation, on voit réguler, c'est-à-dire que c'est de mettre en ordre. Ça sous-entend que dans les chapitres précédents, il y a des choses qu'on a vues qui demandent à ce moment une autre intervention. C'est-à-dire que dans les états financiers d'une entreprise, pour que ça représente l'image fidèle des entreprises, il nous faut maintenant des écritures de régularisation. Maintenant, les écritures de régularisation, spécifiquement, c'est à respecter deux principes comptables généralement reconnus, à savoir le principe de réalisation et le principe de rapprochement des produits et des charges. C'est-à-dire que nous allons nous accentuer sur ces deux principes, à savoir le principe de réalisation, le principe de rapprochement des produits et des charges dans la régularisation des comptes. Maintenant, quels sont les comptes à régulariser? Quels sont les comptes à régulariser? Maintenant, nous allons voir qu'il y a environ 5 comptes à régulariser. Rapidement, le premier compte à régulariser, c'est les charges payées d'avance. Comme vous le savez déjà, que les charges payées d'avance, comme exemple, on parle de loyer, on parle de assurance. Deuxième compte à régulariser, c'est les produits reçus d'avance. Vous le savez déjà, la définition des produits reçus d'avance, c'est lorsque l'entreprise a encaissé un montant pour des produits non encore rendus. Troisième compte à régulariser, c'est les charges à payer. Les charges à payer, rapidement, c'est lorsque déjà il y a consommation, mais le paiement n'est pas encore effectué. Les produits à recevoir, c'est quand l'entreprise rend des services, mais l'argent n'est pas encore encaissé. Et ensuite, l'amortissement, probablement qui est plus ou moins nouveau pour vous, que nous allons voir tout à l'heure, qu'est-ce que l'amortissement. Déjà, pour vous donner une idée de l'amortissement, c'est quoi? Comme définition, dans la définition la plus simple, l'amortissement, c'est la répartition du coût d'acquisition d'un bien sur sa durée de vie utile. Ouais. Ok, maintenant, spécifiquement pour l'amortissement, en général, toutes les immobilisations, que ce soit corporelles ou incorporelles, sont amorties, mais à l'exception de terrain. L'amortissement, nous allons voir qu'il y a plusieurs méthodes de déterminer l'amortissement d'un bien pendant une période donnée. Il y a la méthode de l'amortissement linéaire, que nous allons voir tout à l'heure, la méthode de l'amortissement dégressif, etc. Maintenant, pour utiliser la méthode de l'amortissement linéaire, qui est notre focus aujourd'hui, il nous faut 3 éléments importants. D'abord, c'est le coût d'acquisition du bien. 2, la valeur résiduelle. 3, la durée de vie utile. Il faut toujours déterminer la durée de vie utile du bien. Maintenant, pour pouvoir déterminer quel est le montant utilisé de manière prévisionnelle, ou tout le moins c'est une estimation, c'est pas quelque chose qui est réel vraiment, c'est une estimation. L'amortissement est une estimation. Nous allons déterminer plus ou moins la partie utilisée du bien à travers cette méthode qui est la méthode de l'amortissement linéaire. À ce moment, nous aurons une idée, n'est-ce pas, de la partie utilisée du bien. Ok, rapidement, nous allons voir dans la page 194 le numéro 4.2. Nous allons voir ensemble comment résoudre des exercices sur la régularisation des comptes. Et la situation suivante, qui n'ont aucun lien, nécessite habituellement les écritures de régularisation. Voyons ensemble petit a. Le solde du compte fourniture de magasin non utilisé était débiteur de 775 $ le 1er janvier. Les fournitures de magasins coûtant 2330 $ ont été achetées au cours de l'année et le coût des fournitures non utilisées à la fin de l'exercice était de 580. Vous avez? Maintenant, on nous donne une information
sur le compte de fourniture non utilisée. Rapidement, voici, nous allons faire un compte entier fourniture de bureau non utilisée. Voici. Comme information, c'est le 1er janvier, on avait combien? 775 $. Maintenant, on met 775 $ au débit de ce compte, parce que c'est un actif, fourniture de bureau non utilisé. Et au cours de l'exercice, on a acheté pour 2330 $. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de fournitures de bureau pendant l'exercice si on a acheté. Puisque c'est un actif, mais l'achat augmente automatiquement au débit. 2320. Qui nous donne comme disponibilité pendant l'exercice, si on fait le total, voilà, maintenant comme disponibilité de fourniture pendant l'exercice, le total qui est de 3105. Comment trouver les 3105? C'est 2775 plus 2303. C'est-à-dire que pendant l'exercice, on a 3105 $ de fourniture disponibles. Mais c'est des fournitures de bureau non utilisées, n'oublie pas. Maintenant, comme information, on nous dit que à la fin de l'exercice, on a comme solde, c'est-à-dire ici, 580. Si pendant l'exercice, on avait 3105, à la fin de l'exercice, il nous reste 580, probablement, même pas probablement, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est utilisée dans les fournitures. Quelle est la partie utilisée? Maintenant, pour trouver la partie utilisée, il faut faire la différence entre la partie disponible et ce qui reste à la fin. Ça nous donne comme fourniture utilisée 2525. Pourquoi 2525 au crédit? Parce que ça diminue le compte actif. C'est-à-dire que dans le bilan, on ne va pas présenter 3105 comme fourniture de bureau non utilisée, mais plutôt 580. À ce moment, il faut reconnaître une charge de 2525 $ de fourniture. Maintenant, quelle est l'écriture comptable à passer pour reconnaître maintenant la partie utilisée des fournitures? Eh bien, c'est simple, il faut ouvrir un compte charge qui est fourniture utilisée à fourniture de bureau non utilisée. Maintenant, quel montant utilisé? C'est 2525 $. 2525 $. Voici pourquoi mettre les 2525 $ au crédit, parce que ça diminue automatiquement le compte de fourniture de bureau non utilisé. C'est-à-dire qu'à l'état des résultats, on aura comme charge 2525 $ de fourniture, mais au bilan, on aura comme actif 580 $ de fourniture de bureau non utilisé. Ok? Maintenant, je pense que ici c'est plus ou moins clair. Maintenant, nous allons passer dans la deuxième partie, c'est-à-dire le partie petit b. Le compte assurance payée d'avance affichait un solde débiteur de 1700. Maintenant, on a le compte entier du compte assurance payée d'avance qui a un solde débiteur de 1700 $. Au début. On continue avec les informations. À la fin de l'exercice, avant que soit passée l'écriture de régularisation pour l'inscription des assurances absorbées, une analyse des polices d'assurance indique que les primes absorbées s'élèvent à 1260 $. C'est-à-dire que dans les 1700 $, on nous dit qu'à la fin de l'exercice, on a constaté qu'on a déjà absorbé pour 1260 $. C'est-à-dire que si au début on avait 1700 $ d'assurance, à la fin on nous a dit que la partie utilisée dans les assurances s'élève à 1260. C'est-à-dire que à la fin de l'exercice, on ne peut pas présenter un bilan avec un compte d'assurance payé d'avance pour 1700. Si on présente ce compte tel quel, eh bien, le bilan est faussé. C'est-à-dire que l'entreprise va publier des informations qui ne sont pas fidèles, qui ne représentent pas son image fidèle. Maintenant, pour ce faire, dans le bilan, il faut enlever la partie utilisée dans le compte assurance payé d'avance. C'est-à-dire que ici, il faut déterminer l'actif parce qu'on n'a plus 1700 $ d'actifs. Maintenant, la partie utilisée va créditer dans le compte assurance payé d'avance. Ça va nous rester combien? 440 $ d'assurance. C'est-à-dire que dans le bilan, il faut présenter 440 $ dans le compte assurance payé d'avance, non pas 1700. Et à l'état des résultats, ici nous allons présenter le compte assurance qui est une charge pour 1260. Maintenant, d'où cette écriture qui est assurance à assurance payée d'avance 1260, 1260. Maintenant, cette écriture nous permet de reconnaître le montant de la charge qui est 1260 et de régulariser le compte actif
d'enlever 1260 dans les 1700 pour pouvoir présenter dans le bilan, dans le compte assurance, payé d'avance 440 comme solde, qui représente le montant réel des assurances non encore absorbées. Ouais. Petit c, et toujours avec les mêmes informations concernant le compte assurance, maintenant, nous allons rechercher un autre élément. Ici, on avait comme objectif de déterminer la partie absorbée dans le compte assurance payé d'avance. Ici, nous allons voir que c'est différent. Allez, lisez ensemble. Le compte assurance payé d'avance affichait un solde débiteur de 1700. Toujours, le solde est de 1700 $. À la fin de l'exercice, avant l'inscription des écritures de régularisation, une analyse des polices d'assurance indique que les primes non absorbées s'élèvent à 440. Maintenant, à la fin de l'exercice, qu'est-ce qu'il nous reste dans le compte assurance payé d'avance? C'est 440 comme solde. C'est-à-dire que la partie non utilisée ou du moins non absorbée dans le compte assurance payé d'avance est de 440. Mais vous voyez, au début de l'exercice, on avait 1700 $. On avait payé 1700 $ pour le compte assurance payé d'avance. Maintenant, à la fin de l'exercice, il nous reste combien? 440. 440, mais comme assurance non absorbée, assurance non utilisée. Eh bien, si on avait 1700 à la fin de l'exercice, au début de l'exercice comme assurance payé d'avance, à la fin de l'exercice, il nous reste 440 toujours comme assurance payé d'avance, c'est-à-dire que entre les 1700 et 440, il y a une chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on a absorbé une partie dans le compte assurance payé d'avance. Mais la partie absorbée, pour trouver la partie absorbée, il faut faire la différence entre 1700 et 440. Mais de ce fait, ça nous donne toujours 1260 $. La partie utilisée est de 1260 $. Maintenant, il faut bien faire la différence entre C et B. En B, on avait comme objectif de déterminer le montant de l'actif, à savoir le solde du compte assurance payé d'avance. Maintenant, en C, on a un petit peu inversé les cas. On a comme objectif de déterminer la charge. Parce que on a le montant au début de l'exercice de 2700. On nous donne ce qui reste à la fin comme actif. Maintenant, notre objectif, c'est de déterminer le montant absorbé dans le compte assurance payé d'avance. Toujours comme écriture de régularisation, c'est toujours la même écriture. C'est assurance A, assurance payée d'avance pour 1260 $. 1260 $. Voilà. Maintenant, nous continuons avec l'exercice. Maintenant, c'est petit D. Petit D, l'amortissement du matériel de magasin pour l'exercice est de 6470. Dans ce cas, on a le montant amorti qui est de 6470. On n'a pas besoin d'utiliser la formule de l'amortissement linéaire parce que c'est déjà calculé par l'auteur dans le livre. Mais nous allons qu'à écriturer, c'est-à-dire que passer l'écriture de régularisation. Maintenant, l'écriture de régularisation pour constater la charge d'amortissement, c'est amortissement matériel à amortissement cumulé matériel pour le montant amorti qui est de 6470. 6470. Maintenant, à l'état des résultats, voici notre charge, c'est amortissement matériel pour 6470. Maintenant, au bilan, on a un nouveau compte qui est le compte amortissement cumulé, qui est un compte de contrepartie. C'est-à-dire que ça va diminuer automatiquement l'actif en question qui est matériel. Pourquoi un nouveau compte? Pourquoi l'amortissement cumulé? Pourquoi ce compte est un compte de contrepartie? Parce que, en raison du principe du coût d'acquisition, qu'on ne peut pas toucher le montant qu'on a utilisé pour faire l'acquisition du matériel, maintenant, puisque le matériel en soi a une dépréciation, il faut constater cette dépréciation, on utilise un compte de contrepartie pour présenter maintenant la partie utilisée qui est de 6470 dans le compte d'amortissement. Wow. Ensuite, pour finir, la dernière partie, et à la fin de l'exercice, les impôts fonciers à payer de 1260 $ n'étaient pas encore comptabilisés.
Maintenant, ici, il y a une charge qui est la charge d'impôt qui n'est pas encore comptabilisée. C'est la charge d'impôt foncier à payer. Maintenant, puisque ce n'est pas encore comptabilisé, c'est déjà dû. Maintenant, notre objectif dans cette écriture de régularisation, c'est d'abord de régulariser et ensuite de comptabiliser cette transaction. Maintenant, quel est le montant de l'impôt? C'est de 1260. Eh bien, il faut reconnaître la charge d'impôt, 1260, et aussi reconnaître une dette qui est impôt à payer pour 1260 $. Maintenant, alors dans ce cas, cet exercice est terminé. Maintenant, nous allons reprendre rapidement concernant les objectifs de régularisation. On a vu en petit A le cas de fourniture de bureaux non utilisés, petit B le cas d'assurance et petit C le cas d'assurance. Comme vous le savez déjà, ces deux éléments, à savoir fourniture de bureaux non utilisés et assurance payée d'avance, ce sont des charges payées d'avance. C'est-à-dire que dans les 5 écritures de régularisation, on a vu maintenant la première qui est les charges payées d'avance. En petit C, en petit D, excusez-moi, on a vu l'amortissement. Maintenant, l'amortissement, c'est notre 5e écriture. Et à la fin, en E, on a vu le cas d'impôt. Impôt à payer, c'est une charge à payer. On a vu ça aussi. Maintenant, nous allons voir, il nous reste à voir les produits à recevoir et les produits reçus d'avance de les 5 écritures de régularisation.